Le silence de l'atelier d'Axel Moncler était troublé uniquement par le léger crépitement de la pluie contre les fenêtres de son appartement strasbourgeois. Ses mains expertes caressaient délicatement la surface d'une toile du XVIIe siècle, chaque geste calculé avec la précision d'une chirurgienne. À 32 ans, elle était reconnue comme l'une des meilleures restauratrices d'art de l'Est de la France. « Tu travailles encore ?» La voix de Mathurin résonna depuis l'entrée, portant cette note de reproche familière qu'elle avait appris à ignorer. Axel leva les yeux vers son mari de 5 ans. Mathurin Caillavet, 40 ans, imposant dans son costume sur mesure, incarnait l'élégance bourgeoise. Directeur du prestigieux musée d'art moderne de Strasbourg, il évoluait dans les cercles culturels, avec une assurance qui avait autrefois séduit Axel. « Cette pièce doit être prête pour l'exposition de demain », répondit-elle doucement, retournant à son travail. Il s'approcha, mais ne la toucha pas. Depuis quand ne l'avait-il plus embrassée spontanément? Axel ne se souvenait plus. L'exposition d'Aix-en-Provence approche. Tu viendras, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, habituée à ces invitations qui sonnaient plus comme des obligations mondaines que des moments partagés. Mathurine disparut dans son bureau, laissant derrière lui son parfum coûteux et cette distance émotionnelle qu'elle s'était résignée à accepter. Axel contempla son reflet dans le miroir antique de l'atelier. Ses cheveux châtains encadraient un visage aux traits fins, ses yeux noisettes reflétaient une mélancolie qu'elle refusait d'admettre. Quand avait-elle cessé d'être une femme pour devenir simplement l'épouse de Mathurin? Le téléphone vibra. Un message de sa sœur Céleste. « Comment ça va, ma belle? Tu sembles absente ces derniers temps. » Axel tapota une réponse rapide. « Tout va bien. Beaucoup de travail. » Mais tout n'allait pas bien. Les dîners silencieux, les week-ends où Mathurin prétextait des réunions urgentes, les conversations superficielles, leur mariage ressemblait à une œuvre d'art parfaitement conservée en surface, mais rongée de l'intérieur. Le soir, allongée dans leur lit, elle écoutait la respiration régulière de Mathurin. Il dormait paisiblement, dos tourné vers elle. Quand avait-il cessé de se parler vraiment? Quand avait-il arrêté de rêver ensemble? Axel ferma les yeux et se rappela leur première rencontre. Mathurin était alors charmant, attentionné. Il l'emmenait dans des restaurants intimes, lui parlait d'art avec passion, la regardait comme si elle était la plus belle des œuvres. Elle avait cru qu'il construisait quelque chose de solide, d'éternel, pour toujours, lui avait-il murmuré le jour de leur mariage. Ces mots résonnaient maintenant comme une promesse creuse. Le lendemain matin, Mathurin était déjà parti quand elle se réveilla. Une note sur la table de la cuisine. « Réunion importante. Je rentrerai tard. Monsieur. » Axel prépara son café en silence, observant par la fenêtre les passants qui se hâtaient dans les rues pavées de Strasbourg. Sa vie était-elle devenue aussi prévisible que leur parcours quotidien? Dans son atelier, elle se concentra sur la restauration d'un portrait de femme du XVIIIe siècle. Les yeux de l'inconnu semblaient la fixer avec intensité, comme s'il portait un message d'une époque révolue. Axel se demanda quelle avait été la vie de cette femme, si elle aussi avait connu l'amour, la désillusion, l'espoir. L'après-midi, Mathurin l'appela brièvement pour confirmer leur départ pour Aix-en-Provence le lendemain. Sa voix était distante, professionnelle. Il raccrocha rapidement, prétextant une autre réunion. Axel rangea ses pinceaux méticuleusement. Demain, elle jouerait de nouveau son rôle d'épouse modèle lors de cette exposition. Elle sourirait, serrerait des mains, écouterait Mathurin briller en société, et peut-être, dans ce voyage, retrouverait-il un semblant de complicité. Elle ne savait pas encore que cette exposition changerait sa vie à jamais. Le TGV filait à travers la campagne française vers Aix-en-Provence. Axel regardait défiler les paysages dorés par le soleil de septembre, un livre ouvert sur ses genoux. Mathurin, assis en face d'elle, tapotait frénétiquement sur son téléphone, le front plissé par la concentration. « Tu es nerveuse pour cette exposition ?» demanda-t-elle, tentant d'engager la conversation. Il leva brièvement les yeux. « Oh non, c'est juste que... il y a beaucoup d'enjeux, tu comprends. » Axel acquiesça, habitué à ses réponses évasives. Elle reporta son attention sur son livre, une biographie de Frida Kahlo qu'elle avait commencée des semaines auparavant. L'artiste mexicaine avait transformé sa douleur en art révolutionnaire. Axel se demandait si elle-même avait jamais eu cette capacité de transformation. « D'ailleurs, » reprit Mathurin sans quitter son écran des yeux, « il y aura plusieurs jeunes artistes ce soir, des talents prometteurs. Je compte sur toi pour faire bonne impression. »« Bien sûr, » murmura-t-elle. L'hôtel Cézanne, où ils descendaient, respirait le luxe discret provençal. Leur suite offrait une vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire. Mathurin inspecta immédiatement sa garde-robe, choisissant avec soin sa tenue pour la soirée.
La robe bleu marine te va bien, dit-il en désignant une robe qu'Axel avait achetée des mois auparavant. Simple et élégante. Simple. Le mot résonnait étrangement. Était-ce ainsi qu'il la voyait? Comme quelque chose de simple, de prévisible? L'après-midi, ils visitèrent la ville. Mathurin prenait des photos devant les galeries d'art, vérifiant constamment son téléphone. Axel s'arrêta devant une petite librairie indépendante où trônait une exposition de photographies de femmes anonymes. Les portraits capturaient des instants de solitude, de réflexion, de mélancolie. « Tu viens » l'appela Mathurin depuis la rue. « Nous avons rendez-vous avec le directeur de la galerie dans 1 heure. » Elle le rejoignit, mais l'image de ces femmes resta gravée dans sa mémoire. La galerie moderne d'Aix-en-Provence bourdonnait d'activité. Des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de champagne, tandis que l'élite culturelle de la région admirait les œuvres exposées. Mathurin se transforma instantanément en hôte parfait, serrant des mains, prodiguant des compliments, rayonnant de charisme. Axel l'observait depuis un coin de la galerie, un verre de champagne à la main. Il était dans son élément, adoré, respecté. Elle ressentit une pointe d'amertume en réalisant qu'elle ne l'avait jamais vu aussi vivant qu'en société. « Madame Caillavet » une voix douce l'interrompit. Une jeune femme brune aux yeux verts s'approchait, un sourire chaleureux aux lèvres. « Je suis Constance Bréval. J'expose quelques toiles ce soir. » Axel lui serra la main. Constance était belle d'une beauté moderne, libre. Ses cheveux ondulés tombaient négligemment sur ses épaules et elle portait une robe rouge qui épousait parfaitement sa silhouette menue. « Vos œuvres sont remarquables, » dit Axel sincèrement. Elle avait admiré plutôt les toiles de la jeune femme, des compositions audacieuses, mêlant abstraction et réalisme. « Merci, c'est grâce à votre mari que j'ai cette opportunité. Il a été très généreux avec moi. » Quelque chose dans le ton de Constance fit tressaillir Axel, un sous-entendu qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Constance !» La voix de Mathurin résonna derrière elle. Il s'approcha et Axel remarqua immédiatement le changement dans son expression. Ses yeux brillaient différemment. Sa posture était plus détendue. « Mathurin !» répondit Constance avec un sourire qui semblait porter 1000 secrets. Dans sa voix, Axel perçut quelque chose qu'elle mit du temps à identifier. Une nervosité subtile, comme si la jeune femme elle-même était prisonnière d'une situation qui la dépassait. Axel observa l'échange, troublé par une sensation étrange. Puis cela arriva. Un regard, un simple regard entre Mathurin et Constance. Mais ce regard contenait tout. Complicité, désir, intimité. Un regard qui parlait de moments partagés, de secrets murmurés, d'une connaissance profonde de l'autre. Un regard qui excluait totalement Axel. Le temps sembla s'arrêter. Le bruit de la foule s'estompa. Axel sentit son cœur s'emballer, sa respiration devenir difficile. Ce regard révélait une vérité qu'elle avait inconsciemment refusé de voir. « Excusez-moi » murmura-t-elle en posant son verre sur une table proche. Elle se dirigea vers les toilettes d'un pas mal assuré, les jambes tremblantes. Dans le miroir, son reflet lui renvoya l'image d'une femme brisée qui découvrait l'étendue de sa naïveté. 5 années de mariage, 5 années d'illusion. Ce regard avait détruit son pour toujours. Axel se réfugia dans la fraîcheur des toilettes de la galerie, ses mains tremblantes agrippées au lavabo de marbre. Son reflet dans le miroir lui semblait étranger. Les joues pâles, les yeux agrandis par la révélation qui venait de la frapper comme un coup de poing au ventre. Ce regard, cette complicité silencieuse entre Mathurin et Constance. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle prit plusieurs respirations profondes, tentant de rassembler ses pensées éparpillées. Des fragments de souvenirs affluaient maintenant avec une clarté douloureuse. Les absences prolongées de Mathurin, ses coups de téléphone mystérieux, sa froideur grandissante. Tous ces indices qu'elle avait choisi d'ignorer, se persuadant que c'était le stress du travail. « Ressaisis-toi, Axel » murmura-t-elle à son reflet. Elle retoucha son rouge à lèvres d'une main qui tremblait encore légèrement et retourna dans la galerie. La soirée continuait, comme si rien ne s'était passé. Les invités admiraient toujours les œuvres. Les conversations allaient bon train. Mais pour Axel, tout avait changé. Elle observa Mathurin et Constance depuis l'autre bout de la salle. Ils discutaient avec animation devant l'une des toiles de la jeune artiste, leurs corps légèrement penchés l'un vers l'autre. Mathurin riait à quelque chose que Constance venait de dire, un rire qu'Axel n'avait plus entendu depuis des mois. « Madame Caillavet, ça va ?» demanda Claude Moreau, un galeriste qu'elle connaissait de vue. « Parfaitement bien », répondit-elle avec un sourire forcé. Mais elle mentait. Rien n'allait bien. Son monde venait de s'écrouler et elle devait faire semblant que tout était normal. Le reste de la soirée passa dans un brouillard.
Axel joua son rôle d'épouse exemplaire, sourit aux bonnes personnes, fit les commentaires appropriés sur les œuvres exposées. Mais une partie d'elle était détachée, analysant chaque interaction entre Mathurin et Constance avec une lucidité nouvelle. Ils évitaient soigneusement de se retrouver seuls ensemble, mais leurs regards se croisaient constamment. Quand Constance riait, Mathurin se tournait automatiquement vers elle. Quand elle parlait, il l'écoutait avec une attention qu'il n'accordait plus à Axel depuis longtemps. « Tu es bien silencieuse ce soir », remarqua Mathurin dans l'ascenseur qui les menait à leur suite. « Je suis fatiguée », répondit-elle simplement. Dans la chambre, Axel s'enferma dans la salle de bain pour se démaquiller. Ses gestes étaient mécaniques, automatiques. Elle observait cette femme dans le miroir qui venait de découvrir que sa vie était un mensonge. Mathurine était déjà couchée quand elle sortit, feuilletant des documents sur sa tablette. Il ne leva même pas les yeux quand elle se glissa sous les draps. « Bonne nuit », dit-il distraitement. Axel fixa le plafond dans l'obscurité, l'esprit en ébullition. Combien de temps cette liaison durait-elle? Depuis quand Mathurin était-il devenu un étranger dans leur lit? Elle repensait à tous ces soirs où il rentrait tard, à ces week-ends où il partait soi-disant pour le travail. Combien de ces absences avaient été consacrées à Constance? Le lendemain matin, Mathurin était déjà levé quand Axel ouvrit les yeux. Elle l'entendait parler au téléphone sur la terrasse, sa voix plus douce que d'habitude. « Oui, moi aussi j'ai hâte. » Non, elle ne soupçonne rien. Axel se figea. Elle ne soupçonnait rien, vraiment. Elle se leva silencieusement et s'approcha de la porte-fenêtre entr'ouverte. « Tu me manques déjà », continua Mathurin. « Hier soir était difficile, faire semblant devant tout le monde. » Le cœur d'Axel se serra. Il parlait à Constance. Bien sûr qu'il lui parlait. Bientôt nous pourrons être ensemble sans nous cacher. Oui, je lui parlerai. Lui parler? De quoi? De divorce? Axel recula et s'assit lourdement sur le lit. Ainsi non seulement Mathurin la trompait, mais il planifiait déjà leur séparation. Elle n'était plus qu'un obstacle à éliminer. Quand Mathurin revint dans la chambre, Axel faisait semblant de dormir. Il se préparait pour la journée, sifflotant même, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. « Je pars visiter quelques galeries ce matin », annonça-t-il. « Tu peux rester te reposer ou visiter la ville ?»« Visiter des galeries ?»« Bien sûr. Avec Constance, sans doute. »« D'accord, » murmura-t-elle. Après son départ, Axel resta longtemps immobile sur le lit, fixant le vide. Puis, lentement, une détermination froide l'envahit. Si Mathurin pensait qu'elle ne soupçonnait rien, il se trompait. Elle allait découvrir la vérité, toute la vérité. Elle s'habilla soigneusement et descendit à la réception. « Bonjour, Madame Caillavet. Comment puis-je vous aider? J'aimerais savoir si mon mari a laissé des messages ou des informations sur ses déplacements aujourd'hui. » Le réceptionniste consulta son ordinateur. « Je vois qu'il a demandé une voiture avec chauffeur pour 10 heures. Destination, l'atelier Bréval, rue des Tanneurs. L'atelier Bréval, l'atelier de Constance. » Axel remercia et sortit de l'hôtel. Il était temps de voir de ses propres yeux à quoi ressemblait sa trahison. La rue des Tanneurs serpentait dans le quartier historique d'Aix-en-Provence, bordé de bâtiments anciens aux façades patinées par le temps. Axel marcha lentement, chaque pas la rapprochant d'une vérité qu'une partie d'elle redoutait encore de découvrir. L'atelier Bréval occupait le rez-de-chaussée d'une ancienne maison de maître, reconnaissable à ses grandes fenêtres baignées de lumière provençale. Axel s'arrêta de l'autre côté de la rue, dissimulé derrière un café au parasol coloré. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que les passants pouvaient l'entendre. Que faisait-elle là? Était-elle devenue une de ces femmes qui espionnent leur mari? Mais elle devait savoir, elle devait voir. À 10h15 précise, une voiture noire s'arrêta devant l'atelier. Mathurine en descendit, vérifia sa montre, puis se dirigea vers l'entrée. Mais au lieu de sonner, il sortit une clé de sa poche. Une clé. Il avait une clé de l'atelier de Constance. Axel sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit lourdement sur une chaise de terrasse, commanda machinalement un café qu'elle ne boirait pas. Combien de temps cette liaison durait-elle pour qu'il ait déjà ses clés? Des mois? Des années? 45 minutes s'écoulèrent avant que Mathurin ne ressorte. Il n'était plus seul. Constance l'accompagnait, rayonnante dans une robe d'été jaune pâle qui la faisait ressembler à un rayon de soleil. Ils se dirigèrent vers un petit restaurant italien au bout de la rue, marchant côte à côte sans se toucher, mais leur corps parlait un langage d'intimité que seuls les amoureux connaissent. Axel les suivit à distance, le cœur serré. Elle les observa s'installer à une table en terrasse, Mathurin tirant galamment la chaise de Constance. Quand avait-il cessé de faire ce genre d'attention pour elle? Elle se posta à la terrasse d'un bar voisin, cachée par une grande plante verte,
et commanda un verre d'eau qu'elle n'arriva pas à boire. Ses mains tremblaient trop. Mathurin et Constance étaient plongés dans une conversation animée. Il lui caressait la main par-dessus la table, geste qu'Axel reconnut avec amertume. Il avait l'habitude de faire la même chose avec elle au début de leur relation. Constance riait, rejetant la tête en arrière, libre et insouciante. Mathurin la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Cette expression, Axel ne l'avait plus vue dans ses yeux depuis si longtemps. Son téléphone vibra. Un message de Mathurin. Réunion prolongée, rentrerait vers 15 heures. Réunion. Le mensonge était si facile pour lui. Axel regarda encore une fois le couple à la terrasse. Mathurin avait pris le visage de Constance entre ses mains et lui parlait avec une tendresse qui brisa définitivement le cœur d'Axel. C'était là l'intimité qu'elle avait perdue, qu'elle avait cru disparue de sa vie par usure du temps. Mais elle n'avait pas disparu. Elle avait simplement été donnée à une autre. Elle quitta les lieux avant d'assister à des gestes qu'elle ne pourrait jamais oublier. De retour à l'hôtel, Axel s'enferma dans la salle de bain et pleura pour la première fois depuis des années. Pas des larmes de colère ou d'hystérie, mais des pleurs profonds, silencieux, de femme qui venait de perdre toutes ses illusions. Quand Mathurine revint dans l'après-midi, elle était allongée sur le lit, un livre ouvert devant elle. « Comment s'est passée ta matinée ?» demanda-t-il en défaisant sa cravate. « Tranquille, j'ai visité un peu la ville. Et toi, cette réunion ?»« Productive, » répondit-il sans la regarder. « Très productive. » Il disparut sous la douche et Axel ferma les yeux. Productive. Quel euphémisme pour décrire un déjeuner romantique avec sa maîtresse. Le soir, ils dînèrent dans un restaurant gastronomique recommandé par l'hôtel. Mathurin était d'excellente humeur, détendu, presque charmant. Il lui raconta des anecdotes sur le milieu artistique, commenta les plats avec enthousiasme. « Ça, tu es différent ce soir, » remarqua Axel. « Différent comment ? Plus présent. » Il sourit, un sourire qui ne s'adressait pas vraiment à elle. « Je me sens bien ici. L'air du Sud, probablement. L'air du Sud. Ou l'effet Constance. » Cette nuit-là, allongée à côté de cet homme qui lui était devenu étranger, Axel prit une décision. Elle ne pouvait plus vivre dans cette mascarade. Elle ne dirait rien pour le moment, ne ferait pas de scène, mais elle devait reprendre sa vie en main. Le lendemain, dans le TGV qui les ramenait vers Strasbourg, Axel observait le paysage défiler sans vraiment le voir. Mathurin dormait en face d'elle, son téléphone posé sur ses genoux. L'appareil vibra plusieurs fois, affichant des messages qu'elle ne pouvait pas lire, mais dont elle devinait la provenance. Elle sortit son propre téléphone et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle appela sa sœur Céleste. « Axel, tu vas bien ? Tu as une drôle de voix. »« J'ai besoin qu'on se voie, Céleste. J'ai des choses importantes à te dire. » Il était temps de cesser de faire semblant. Il était temps de reprendre sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis Aix-en-Provence. 3 semaines pendant lesquelles Axel avait perfectionné l'art de faire semblant. Elle souriait quand Mathurin lui parlait, acquiesçait à ses projets, jouait la femme parfaite qu'elle avait toujours été. Mais intérieurement, elle préparait méthodiquement sa sortie. L'appartement de Céleste dans le quartier de la Petite France était un havre de paix avec ses poutres apparentes et sa vue sur l'île. Les 2 sœurs étaient assises sur le canapé moelleux, une théière fumante posée entre elles. « Dis-moi que je rêve », murmura Céleste après qu'Axel lui eut tout raconté. « Mathurin, cet homme qui te mettait sur un piédestal. » Axel secoua la tête amèrement. « Je crois que c'était là le problème, justement. On ne vit pas avec une statue. On finit par avoir envie de chair et de sang. » Céleste prit la main de sa sœur. Avec ses 35 ans et son tempérament de feu, elle avait toujours été la plus combative des deux. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le confronter ?»« Non. » La réponse d'Axel était ferme. « Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je ne vais pas implorer, pleurer ou faire de chantage. Je pars, c'est tout. »« Tu pars où ?» Axel sortit une lettre de son sac. L'en-tête indiquait « Fondation Patrimoine Québec, Mont-Tremblant. J'ai reçu ça hier. Ils cherchent une restauratrice pour une collection d'art sacré du XVIIIe siècle. 6 mois de mission, logement fourni, excellente rémunération. » Céleste écarquilla les yeux. « Le Canada ? Tu vas partir au Canada ? Pourquoi pas ? J'ai besoin de distance, de perspective. Et puis, Axel marqua une pause. J'ai besoin de me retrouver. De redevenir Axel Moncler, pas seulement Madame Caillavet. Les jours suivants, Axel organisa son départ avec une efficacité qui la surprit elle-même. Elle contacta discrètement ses principaux clients, leur expliquant qu'elle s'absentait pour une mission prestigieuse. Elle fit le tri dans ses affaires, ne gardant que l'essentiel. Elle vida leurs comptes joints, ne prenant que ce qui lui revenait légitimement.
Mathurin, lui, était plus absent que jamais. Il prétextait des expositions à préparer, des réunions tardives. Il rentrait souvent après minuit, s'endormait immédiatement. Le matin, il partait avant qu'Axel ne soit réveillé. « Tu travailles beaucoup ces temps-ci », remarqua-t-elle un soir. « C'est la période. Tu sais comme c'est avant l'automne. Tout le monde veut boucler ses projets. » Menteur. Il mentait avec une aisance qui la glaçait. Un soir, alors qu'il était encore sorti, Axel découvrit par hasard son ordinateur portable ouvert dans son bureau. L'écran affichait une boîte mail. Sa conscience lui dictait de fermer l'appareil et de partir. Mais sa curiosité fut plus forte. Elle cliqua sur les messages envoyés. Les mails à Constance remontaient à 8 mois. 8 mois de « tu me manques », de « vivement qu'on puisse être ensemble », de « elle ne soupçonne rien ». Le plus récent datait de l'après-midi. « J'ai hâte de lui annoncer. Après l'exposition de novembre, je lui parlerai. Nous pourrons enfin vivre au grand jour. » L'exposition de novembre, dans 6 semaines. Il comptait attendre 6 semaines avant de la quitter. Comme c'était commode. Axel referma l'ordinateur et monta dans leur chambre. Elle ouvrit l'armoire, en sortit sa plus belle valise et commença à la remplir. Demain, elle confirmerait sa candidature pour le Québec. Dans 1 semaine, elle partirait. Mathurin ne s'aperçut de rien. Il était si préoccupé par sa double vie qu'il ne remarqua ni les affaires qui disparaissaient petit à petit, ni les coups de téléphone d'Axel avec sa future employeuse, ni même son attitude plus distante. La veille de son départ, Axel prépara une dernière fois le dîner dans leur cuisine. Elle regarda Mathurin manger, observa ses gestes familiers, ses expressions qu'elle connaissait par cœur. Dans quelques heures, tout cela appartiendrait au passé. « Tu es bien silencieuse », dit-il en levant les yeux de son assiette. « Je réfléchis à un projet », répondit-elle simplement. Ce n'était pas un mensonge. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Mathurin dormait profondément à côté d'elle, ignorant que c'était leur dernière nuit ensemble. À l'aube, elle se leva, prit une douche, s'habilla soigneusement. Elle choisit une robe simple mais élégante, se maquilla légèrement. Quand Mathurin se réveilla, elle était déjà debout, sa valise posée près de la porte d'entrée. « Tu pars quelque part » demanda-t-il, à peine surpris. « Oui » répondit Axel. « Je pars vivre ma vie. » Elle posa sur la table de l'entrée les clés de l'appartement, son alliance et une lettre qu'elle avait écrite dans la nuit. « Axel, qu'est-ce que… » Mais elle était déjà partie, sa valise roulant derrière elle sur les pavés strasbourgeois. Elle ne se retourna pas. Dans la lettre, elle avait écrit simplement « Je sais pour Constance. Je te libère, sois heureux. » Pas de reproches, pas de récrimination, juste la vérité et sa liberté reconquise. L'avion survola les étendues enneigées du Québec avant d'atterrir à Montréal par un matin de novembre glacial mais lumineux. Axel regardait par le hublot ce nouveau monde qui s'offrait à elle, et pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mont-Tremblant l'accueillit dans sa splendeur automnale tardive. Les érables avaient reperdu leurs feuilles rouges et or, mais la montagne gardait une majesté qui coupait le souffle. La Fondation Patrimoine Québec avait mis à sa disposition un petit chalet de bois au bord du lac, un cocon parfait pour sa renaissance. Le premier matin, en buvant son café face au lac gelé, Axel réalisa qu'elle n'avait pas pensé à Mathurin depuis son réveil. C'était un début. L'atelier de restauration se trouvait dans le Vieux-Québec, dans un bâtiment du 19e siècle, magnifiquement rénové face au fleuve Saint-Laurent. La Fondation Patrimoine Québec lui avait également fourni un appartement dans le même quartier historique, un cocon parfait pour sa renaissance. Les week-ends, elle s'évadait dans son chalet de Mont-Tremblant, face au lac et aux montagnes. Louise Dubois, la directrice de la Fondation, une femme de 60 ans aux cheveux gris et aux yeux pétillants d'intelligence, lui fit visiter l'atelier le premier jour. « Voici votre projet », dit-elle en ouvrant une salle où s'alignaient une dizaine de toiles religieuses du XVIIIe siècle. Des œuvres qui ont survécu au temps et aux intempéries, mais qui ont besoin de vos talents pour retrouver leur splendeur. Axel examina les toiles avec émerveillement. C'étaient des pièces exceptionnelles, certaines attribuées au premier peintre français venu en Nouvelle-France. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Un privilège. »« Non », corrigea Louise avec un sourire. « C'est vous le privilège pour nous. Vos références sont impressionnantes. » Les premières semaines passèrent dans un tourbillon de redécouvertes. Axel travaillait avec une passion qu'elle avait oubliée, seule dans son atelier, concentrée sur ses œuvres qui renaissaient sous ses pinceaux. Le soir, elle rentrait dans son chalet, préparait un repas simple, lisait face au feu de cheminée. Elle n'alluma son téléphone français qu'une fois par semaine pour rassurer Céleste. Sa sœur lui rapportait les nouvelles de Strasbourg avec délicatesse.
Mathurin a affiché sa relation avec Constance officiellement, lui annonça-t-elle un soir. Ils sont apparus ensemble à l'inauguration de l'exposition Moreau. Axel ressentit une légère pincée au cœur, mais pas la douleur dévastatrice qu'elle avait anticipée. Comment les gens ont-ils réagi? Les langues vont bon train. Beaucoup trouvent que c'est allé très vite. Certains commencent à faire le rapprochement avec les dates. Ainsi, la vérité émergeait d'elle-même. Axel n'avait rien eu à faire. C'est en décembre, lors d'une exposition temporaire sur l'art contemporain québécois, qu'elle rencontra Elliott Roussel, grand, mince, avec des cheveux châtains qui grisonnaient légèrement aux tempes et des yeux d'un bleu profond. Il photographiait les œuvres pour un magazine culturel. « Excusez-moi », dit-il en français teinté d'un charmant accent québécois. « Vous ne seriez pas la restauratrice française dont tout le monde parle ?» Axel hésita. Depuis des semaines, elle évitait les contacts sociaux, préférant la solitude de son travail. « Tout le monde parle de moi ? Louise n'arrête pas de vanter votre travail. Elliott Roussel, dit-il en lui tendant la main, photographe et admirateur d'art ancien. » Malgré sa méfiance initiale, Axel se laissa entraîner dans une conversation qui dura bien plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Ils parlèrent longuement ce soir-là de l'art, de la lumière québécoise si particulière, de la beauté sauvage de cette région. Elliott avait 42 ans, était divorcé depuis 3 ans, père d'une fille de 15 ans qui vivait avec sa mère à Québec. « J'ai appris à recommencer », dit-il simplement quand Axel lui demanda comment il avait vécu sa séparation. « Parfois, la vie nous force à redécouvrir qui on est vraiment. Mon divorce a été difficile. J'ai fait des erreurs, j'ai été trop absent, trop concentré sur mon travail. Mais ça m'a appris à être présent pour ce qui compte vraiment. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Ils commencèrent à se voir régulièrement, d'abord pour le travail. Elliott photographiait les œuvres qu'elle restaurait, puis pour le plaisir de se promener dans les sentiers enneigés, de partager un café au coin du feu. Elliott ne la pressait pas, ne posait pas de questions indiscrètes sur son passé. Il acceptait simplement sa présence, appréciait sa compagnie. C'était si différent de la relation qu'elle avait connue avec Mathurin, faite d'attentes et de non-dits. Un soir de janvier, alors qu'ils regardèrent les aurores boréales depuis la terrasse du chalet, Elliott lui prit doucement la main. « Je ne sais rien de votre vie d'avant, » dit-il, « et vous n'êtes pas obligé de me raconter. Mais je veux que vous sachiez que j'apprécie chaque moment passé avec vous. Vous êtes une femme remarquable, Axel. » Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit véritablement vue, appréciée pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle représentait. « Merci, murmura-t-elle, pour votre patience, pour tout. » Cette nuit-là, elle dormit plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Au matin, elle trouva un message de Céleste sur son répondeur. Les journaux français commencent à parler de l'histoire de Mathurin et Constance. Apparemment, des photos de l'exposition d'Aix ont refait surface. Axel effaça le message sans l'écouter entièrement. Cette histoire appartenait au passé. Elle avait un présent à construire et un avenir à embrasser. Mars 2024. Les dernières neiges fondaient doucement autour du lac de Mont-Tremblant, révélant les premières pousses du printemps québécois. Axel venait de terminer la restauration d'une magnifique Assomption du XVIIIe siècle quand Céleste l'appela, la voix tendue d'excitation. « Axel, il faut que tu vois ça. Je t'envoie les liens. L'affaire fait les gros titres en France. »« Quelle affaire ?» demanda Axel, même si elle se doutait de la réponse. « Mathurin. C'est l'explosion. Tout s'écroule. » Axel raccrocha et ouvrit sa messagerie. Les liens que Céleste avait envoyés menèrent vers les sites du Figaro, de Libération, de France Info. Les titres étaient éloquents. Scandale au musée de Strasbourg, le directeur accusé de favoritisme. Un directeur de musée soupçonné d'avoir favorisé sa maîtresse. Affaire Caillavet, chronique d'un scandale annoncé. Axel cliqua sur le premier article. Une photo de Mathurin et Constance à une exposition était mise en avant avec cette légende. Mathurin Caillavet et Constance Bréval, dont la relation aurait commencé bien avant le divorce du directeur. L'article détaillait minutieusement la chronologie. Les premières expositions où Constance avait été sélectionnée sans appel d'offres, les commandes publiques obtenues dans des conditions douteuses, les acquisitions d'œuvres par le musée à des prix surfaits. Un journaliste d'investigation avait minutieusement reconstitué le puzzle. Le plus accablant était ce témoignage d'un ancien employé du musée. Constance Bréval avait ses entrées depuis plus d'1 an. Elle venait souvent, avait accès au bureau privé. Nous nous doutions que quelque chose se passait, mais qui aurait osé parler? 1 an. Leur liaison durait depuis 1 an quand Axel les avait surpris à Aix-en-Provence. Axel continua sa lecture,
fascinée malgré elle par cette chronique de l'effondrement. D'autres journalistes avaient retrouvé des traces, factures d'hôtel, réservations de restaurants, voyages professionnels, où Constance accompagnait mystérieusement Mathurin. Le scandale avait éclaté quand un collectif d'artistes strasbourgeois avait déposé une plainte pour favoritisme. L'enquête interne avait révélé l'ampleur des irrégularités. Mathurin était suspendu en attendant les conclusions, et sa crédibilité était définitivement entachée. « Comment ça se passe pour Constance ?» demanda Axel quand Céleste la rappela. « C'est pire pour elle. Ses œuvres se vendent plus. Les galeries prennent leur distance. Elle est devenue radioactive. Hier, j'ai vu un article qui titrait « Art ou opportunisme » avec sa photo en couverture. Axel raccrocha et sortit marcher au bord du lac. Le soleil printanier faisait scintiller l'eau qui commençait à dégeler. Elle ressentait un mélange d'émotions complexes, une certaine satisfaction de voir la vérité éclater au grand jour, mais aussi une tristesse pour l'homme qu'elle avait aimé, même si cet amour était révolu. Elliot la trouva assise sur le ponton, contemplant l'horizon. « Mauvaise nouvelle de France ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle lui avait parlé de son passé, par bribes, au fil de leurs soirées ensemble. Il connaissait l'essentiel de son histoire. « Mon ex-mari fait les gros titres. Scandale de corruption au profit de sa maîtresse. » Elliot siffla doucement. « Comment tu le vis ?» Axel réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne ressens plus de colère, ni de satisfaction d'ailleurs. C'est étrange, comme si cette histoire concernait quelqu'un d'autre. »« C'est bon signe, » dit Elliot en prenant sa main. « Ça veut dire que tu as vraiment tourné la page. » Cette nuit-là, Axel rêva de son ancienne vie. Elle se voyait dans leur appartement strasbourgeois, jouant le rôle de l'épouse parfaite, souriant aux bonnes personnes, vivant dans l'ombre de Mathurin. Au réveil, elle réalisa que cette femme lui semblait étrangère. Les semaines suivantes, l'affaire continua de faire des remous. Mathurin donna une interview télévisée catastrophique où il niait les accusations tout en paraissant insincère et arrogant. Constance, elle, avait disparu des radars médiatiques. Louise Dubois vint voir Axel dans son atelier un matin d'avril. « J'ai une proposition à vous faire, dit-elle. Le ministère de la Culture québécois cherche un expert pour diriger la restauration des œuvres du château Frontenac. Ce serait un poste permanent, très bien rémunéré, avec une équipe à diriger. » Axel leva les yeux de la toile sur laquelle elle travaillait. « Un poste permanent, si ça vous intéresse. Vous avez prouvé votre talent ici. Et puis, Louise sourit. Il me semble que vous vous plaisez au Québec. » C'était vrai. Axel s'était attaché à cette terre d'accueil, à sa lumière particulière, à la gentillesse de ses habitants. Et puis il y avait Elliot, bien sûr. « J'y réfléchis, » promit-elle. Le soir, elle en parla avec Elliot devant un feu de cheminée. « Qu'est-ce qui te retient de dire oui ?» demanda-t-il. « La peur, probablement. La peur de m'engager, de recommencer ma vie complètement. Tu as déjà recommencé ta vie, Axel. La question c'est, est-ce que cette nouvelle vie te plaît ?» Elle regarda autour d'elle, le chalet coquet, la vue sur le lac, Elliot qui la regardait avec tendresse. Pour la première fois depuis des années, elle était heureuse, vraiment heureuse. « Oui, dit-elle simplement, elle me plaît. » Septembre 2024. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Axel avait accepté le poste au château Frontenac. Elle dirigeait maintenant une équipe de restaurateurs dans l'un des plus beaux hôtels du monde, préservant les trésors artistiques de cette institution centenaire. Son bureau, situé dans une tour du château, offrait une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Chaque matin, en arrivant au travail, elle prenait quelques instants pour admirer ce panorama qui ne cessait de l'émerveiller. Madame Moncler, sa jeune assistante, Émilie Tremblay, passait la tête dans l'embrasure de la porte. « Vous avez reçu un courrier de France, ça semble officiel. » Axel prit l'enveloppe avec curiosité. L'en-tête était celui d'un cabinet d'avocats parisien. À l'intérieur, une lettre de divorce à signer et une proposition de partage des biens. Mathurin demandait le divorce. Après presque 1 an de séparation, il officialisait enfin leur rupture. Axel parcourut les documents. Les négociations avaient duré des mois, mais Mathurin, rongé par la culpabilité et l'effondrement de sa réputation, ne réclamait rien. Il lui laissait l'appartement, sa part des économies. Un divorce à l'amiable, négocié par leurs avocats respectifs avec une rapidité inhabituelle pour la France. Elle signa les papiers sans émotion particulière. Cette formalité fermait définitivement un chapitre de sa vie. L'après-midi, elle retrouva Elliot à leur café habituel, une petite brasserie du Vieux-Québec, où ils aimaient se retrouver après le travail. « Alors ?» demanda-t-il en la voyant arriver. « C'est fait. Dans quelques semaines, je serai officiellement divorcé. » Elliot prit sa main par-dessus la table. « Comment tu te sens ?»« Libre, répondit-elle sans hésiter. «
complètement libres. Ils se promenèrent ensuite dans les rues pavées du quartier historique. L'automne québécois était à son apogée. Les érables rougeoyaient dans la lumière dorée du couchant. Axel n'avait jamais autant apprécié la beauté du monde. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Elliot en la guidant vers une galerie d'art qu'elle ne connaissait pas. La galerie boréale exposait des photographies contemporaines. Mais ce n'était pas l'exposition qui intéressa Axel. C'était l'affiche dans la vitrine. Prochainement, Axel Moncler, Renaissance. Elle se figea. « Elliot, qu'est-ce que… » « J'ai parlé avec Gabriel, le propriétaire. Il aimerait exposer tes peintures. »« Mes peintures ? Mais je ne peins pas. Les aquarelles que tu fais le soir, chez toi. Celles que tu crois que je n'ai pas vues. » Il sourit tendrement. « Axel, elles sont magnifiques. Tu as un regard unique, une sensibilité extraordinaire. » Axel protesta, mais Elliot l'entraîna à l'intérieur de la galerie. Gabriel Moreau, un homme de 50 ans à l'allure d'artiste bohème, l'accueillit chaleureusement. « Elliot m'a montré vos œuvres en photo. C'est exactement ce que je recherche pour ma galerie. Un art authentique, personnel, qui raconte une histoire. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Axel sélectionna 15 aquarelles, ces peintures qu'elle créait instinctivement le soir, inspirées par les paysages québécois, mais nourries de son expérience personnelle. C'étaient des œuvres introspectives, où la nature servait de miroir aux émotions. La vernissage était prévue pour la mi-novembre. Axel invita Céleste, qui prit l'avion depuis Strasbourg pour l'occasion. « Ma petite sœur expose dans une galerie !» s'exclama Céleste en découvrant l'affiche de l'exposition. Maman aurait été si fière. Leur mère, artiste amateur, leur avait transmis l'amour de l'art. Elle était décédée 10 ans plus tôt, mais Axel sentait sa présence en cette occasion spéciale. Le soir du vernissage, la galerie était bondée. Louise Dubois était venue, ainsi que toute l'équipe du château Frontenac. Elliot photographiait discrètement la soirée, capturant les moments d'émotion. Axel portait une robe bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux. Ses cheveux, qu'elle avait laissés pousser et éclaircir, cascadaient sur ses épaules. Elle rayonnait d'une confiance nouvelle. « Votre parcours est inspirant », lui dit une journaliste locale. « De la restauration à la création, comment s'est faite cette transition ? » « Je crois que j'ai simplement appris à m'écouter », répondit Axel. « Pendant des années, j'ai préservé l'art des autres. Il était temps que je crée le mien. » Les œuvres se vendèrent bien. Mais le plus beau moment fut quand un jeune couple s'arrêta devant l'aquarelle centrale, intitulée « Réveil », une femme debout face à un lac au lever du soleil. « Elle me touche », dit la femme à son compagnon. « On dirait qu'elle raconte mon histoire. » Axel sourit. C'était exactement l'effet qu'elle avait voulu produire. En fin de soirée, alors que la galerie se vidait, Gabriel s'approcha d'elle. « Félicitations, Axel, c'est un succès, et j'aimerais vous proposer une exposition personnelle pour le printemps prochain. » Une exposition personnelle. Vous avez trouvé votre voie artistique. Il faut la faire entendre. Cette nuit-là, dans les bras d'Elliot, Axel réalisa qu'elle était devenue la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Indépendante, créative, épanouie. Sa vie n'était plus définie par sa relation avec un homme, mais par ses propres choix, ses propres réussites. « Tu es fier de toi ?» murmura Elliot dans l'obscurité. « Oui », répondit-elle simplement. « Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment fier de moi. » Décembre 2024. La première neige recouvrait Québec d'un manteau immaculé. Axel travaillait dans son bureau du château Frontenac quand Émilie frappa à sa porte, le visage grave. « Madame Moncler, il y a quelqu'un qui vous demande à l'accueil, un monsieur français. Il dit que c'est personnel. » Le cœur d'Axel fit un bond. Elle descendit lentement vers le hall d'accueil, chaque marche lui rappelant qu'elle avait définitivement tourné la page de sa vie passée. Mathurine l'attendait près des grandes fenêtres, contemplant le fleuve gelé. Il avait vieilli. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Des rides nouvelles marquèrent son visage. Il portait son manteau de cachemire habituel, mais quelque chose dans sa posture trahissait une fatigue profonde. Axel, Mathurin. Sa voix était calme, posée. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais te voir, te parler. » Il marqua une pause. « Tu es magnifique. » C'était vrai. Les mois québécois avaient transformé Axel. Ses cheveux brillaient, sa peau avait pris des couleurs et surtout, elle dégageait une sérénité qui la rendait lumineuse. « Merci. Tu veux qu'on marche ?» Ils sortirent sur la terrasse du frein. Québec étincelait sous le soleil d'hiver. La ville semblait sortie d'un conte de fées. « Comment as-tu su que j'étais ici ?» demanda Axel. « Céleste. Elle a fini par me donner ton adresse. » Mathurin regardait droit devant lui. « Tu sais, pour tout ce qui s'est passé en France, j'ai lu les journaux. J'ai perdu mon poste, ma réputation, tout. » Sa voix se brisa légèrement. « Constance m'a quitté quand l'affaire a éclaté.
Elle m'a dit que je l'avais détruite, que c'était ma faute. Axel ne ressentait aucune satisfaction à l'entendre, juste une tristesse lointaine pour l'homme brisé qu'il était devenu. « Je suis désolé, dit-elle sincèrement. « Tu es désolé ?» Il s'arrêta de marcher et la regarda avec incrédulité. « Axel, j'ai détruit notre mariage, j'ai tout gâché, et tu es désolé pour moi? Tu étais malheureux dans notre couple, Mathurin, même si tu l'exprimais mal, même si tes choix ont été terribles. Oui, je suis désolé que tu souffres. » Il la fixa longuement. « J'ai fait une erreur énorme, la plus grande erreur de ma vie. Je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs, mais... » Il secoua la tête. « Tu me manques, Axel. Notre vie me manque. » Axel sentit une émotion l'envahir, mais pas celle qu'elle aurait attendue. Ce n'était pas de l'amour qui renaissait, ni même de la nostalgie, c'était de la compassion. « Mathurin, nous n'étions plus heureux ensemble depuis longtemps, tu le sais. On aurait pu réparer... » Non, sa voix était ferme mais douce. « Tu es tombé amoureux d'une autre femme. Ce n'était pas un caprice, c'était réel. Nous nous étions éloignés l'un de l'autre sans nous en apercevoir. » Ils continuèrent à marcher en silence. Mathurin semblait peser ses mots. « Je suis venu jusqu'ici pour te dire que je regrette, pas seulement d'avoir été découvert, mais d'avoir été lâche. J'aurais dû te parler, t'expliquer, au lieu de me laisser découvrir la vérité toute seule. Oui. » Il s'arrêta à nouveau. « Tu peux me pardonner ?» Axel réfléchit longuement. Le pardon. Elle y avait pensé souvent ces derniers mois. « Je t'ai déjà pardonné, Mathurin. Pas pour toi, mais pour moi. Pour pouvoir avancer. Et nous? Il n'y a aucune chance que... » Non. Elle sourit avec une douceur infinie. « Cette femme que j'étais avec toi n'existe plus. J'ai appris à me retrouver, à être heureuse seule. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. » Mathurin accusa le coup. Dans ses yeux, elle lut de la déception, mais aussi une forme de soulagement. « Il te rend heureuse? » « Oui, mais ce n'est pas lui qui me rend heureuse. C'est moi qui ai appris à l'être. » Ils retournèrent vers le château. Dans le hall, Elliot les attendait, assis dans un fauteuil, un livre à la main. Il se leva en les voyant arriver. « Elliot, » dit Axel, « je te présente Mathurin, mon ex-mari. Mathurin, Elliot. » Les deux hommes se serrèrent la main. Elliot était courtois mais protecteur. Mathurin étudiait celui qui l'avait remplacé. « Je dois y aller, » dit Mathurin après un moment de gêne. « Mon vol repart ce soir. Prends soin de toi, » dit Axel, « et reconstruis-toi. Tu en es capable. » Il acquiesça, l'embrassa légèrement sur la joue et partit sans se retourner. « Ça va ?» demanda Elliot en prenant la main d'Axel. « Ça va. » Elle le regarda avec tendresse. « J'ai eu peur pendant un moment de ressentir encore quelque chose pour lui. Mais non, c'est fini, vraiment fini. Tant mieux, parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elliot sortit un petit écrin de sa poche et s'agenouilla devant elle, là, dans le hall du château Frontenac, devant les clients amusés et les employés souriants. « Axel Moncler, veux-tu m'épouser ?» Le monde s'arrêta autour d'elle. Puis, elle éclata de rire, d'un rire joyeux et libérateur. « Oui, dit-elle. Oui, bien sûr. » Les applaudissements fusèrent dans le hall. Axel se laissa embrasser par l'homme qu'elle aimait, celui qui l'avait aidé à renaître, et elle sut que sa nouvelle vie ne faisait que commencer. Mai 2025. Le printemps québécois explosait dans toute sa splendeur. Axel se tenait devant le miroir de sa suite du château Frontenac, vêtu d'une simple robe de mariée en soie ivoire qu'elle avait choisie avec Céleste lors de son dernier voyage en France. « Tu es radieuse, » murmura sa sœur en ajustant son voile. « Maman aurait été si heureuse de te voir aujourd'hui. » Le mariage avait lieu dans les jardins du château, face au fleuve Saint-Laurent. Une cérémonie intime avec leurs proches. Louise et l'équipe de la Fondation, Gabrielle de la Galerie, Camille, la fille d'Elliot qui était devenue comme une belle-fille pour Axel, et quelques amis français qui avaient fait le voyage. Céleste lui tendit une lettre. « Ça vient d'arriver pour toi, de France. » L'enveloppe portait l'entête du ministère de la Culture français. Axel l'ouvrit avec curiosité. « Madame Moncler, nous avons l'honneur de vous informer que vous avez été sélectionnée pour recevoir la médaille des Arts et des Lettres en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle au patrimoine artistique français et international. » Axel sourit. Cette reconnaissance officielle arrivait au moment parfait, symbolisant la réconciliation avec son passé professionnel. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Céleste. « Une médaille. Le ministère reconnaît mon travail. C'est merveilleux. Et dire qu'il y a 2 ans, tu pensais que ta vie était finie. » Axel regarda par la fenêtre. En bas, dans les jardins, Elliot l'attendait près de l'officiant, magnifique dans son costume bleu marine. Autour de lui, leurs invités souriaient, bavardaient, admiraient la vue exceptionnelle sur le fleuve. À 15 heures précises,
Au son d'un quatuor à cordes, Axel descendit l'allée fleurie au bras de Céleste. Elliot la regardait s'approcher avec un amour si évident que plusieurs invités en eurent les larmes aux yeux. « Mesdames et messieurs, » commença l'officiant, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Axel et d'Elliot, un amour né de la reconnaissance mutuelle, nourri par le respect et la complicité. » Axel écoutait les mots rituels, mais son esprit vagabondait. Elle pensait à la femme qu'elle était 2 ans plus tôt, perdue, trahie, qui croyait sa vie finie. Cette femme avait disparu pour laisser place à celle qu'elle était devenue, artiste reconnue, professionnelle accomplie, femme épanouie et aimée. « Elliot, dit-elle quand vint le moment des vœux, tu m'as aidé à me retrouver sans jamais essayer de me changer. Tu m'as aimé dans mes doutes comme dans mes certitudes. Je promets de t'aimer avec la même authenticité. »« Tiens, Axel, répondit-il, tu es la preuve que les fins peuvent être des commencements. Je promets de chérir la femme forte et libre que tu es devenue. » Quand ils s'embrassèrent, les applaudissements résonnèrent sur les terrasses du château. La réception se déroula dans la grande salle de bal. Axel circulait parmi ses invités, rayonnante de bonheur. Gabriel lui annonça que son exposition personnelle prévue pour l'automne était déjà complète en précommande. « Vous allez devenir une figure majeure de l'art québécois, » prédit-il. Vers 20 heures, Céleste prit la parole. « Je veux porter un toast à ma sœur. Il y a 2 ans, Axel traversait la période la plus sombre de sa vie. Certains auraient pu s'apitoyer, se venger ou simplement abandonner. Mais Axel a choisi la voie la plus difficile et la plus belle. Elle a choisi de se reconstruire. Elle nous prouve que les épreuves peuvent nous révéler à nous-mêmes. » Axel et Elliot, les coupes tintèrent dans la lumière dorée du couchant. Plus tard dans la soirée, alors que les invités dansaient sur la terrasse, Axel s'éclipsa quelques instants. Elle voulait prendre l'air, réfléchir à ce chemin parcouru. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Cher Axel, j'ai appris par les journaux votre mariage et votre succès artistique. Je voulais vous dire que je suis heureuse pour vous. Vous méritez ce bonheur. Avec mes meilleurs vœux, Constance. » Axel sourit. Même Constance avait trouvé la force de lui souhaiter du bonheur. Le cercle était bouclé. Elle effaça le message et rejoignit la fête. À minuit, quand les derniers invités furent partis, Axel et Elliot se retrouvèrent seuls sur la terrasse, contemplant les lumières de Québec qui scintillaient sur le fleuve. « Alors, Madame Roussel, » dit Elliot en l'enlaçant, « comment vous sentez-vous ?»« Complète, » répondit-elle simplement. « Pour la première fois de ma vie, je me sens complète. Et ça n'a rien à voir avec le fait de t'être mariée. Non. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Ça a à voir avec le fait d'avoir appris à m'aimer. Le mariage, c'est juste le bonus. » Elliot l'embrassa tendrement. « J'aime cette femme que tu es devenue. »« Moi aussi, » dit Axel en riant. « Moi aussi je l'aime. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles, écoutant le murmure du fleuve. Axel pensait à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait gagné. La trahison de Mathurin lui avait fait mal, mais elle lui avait aussi offert le plus beau des cadeaux, la liberté d'être elle-même. Le regard qui avait détruit son « pour toujours » avait en réalité libéré sa vraie vie, et cette vraie vie ne faisait que commencer. 5 ans plus tard, septembre 2030. Le soleil de fin d'été baignait les rues pavées du Vieux-Québec d'une lumière dorée, créant des ombres dansantes sur les façades centenaires. La galerie Montclair-Roussel brillait sous les projecteurs de l'inauguration, ses grandes baies vitrées révélant l'éclat des œuvres exposées à l'intérieur. Une foule élégante se pressait devant l'entrée, mélange d'amateurs d'art, de journalistes et de personnalités du monde culturel québécois. Axel, maintenant âgé de 39 ans, se tenait devant l'entrée de sa propre galerie d'art, située dans le cœur historique de Québec. Ses cheveux ondulaient librement sur ses épaules, encadrant un visage épanoui où la maturité avait ajouté une profondeur nouvelle à sa beauté. Elle portait une robe de soie bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux noisettes, maintenant brillants de confiance et de sérénité. Autour de son cou, un collier discret en argent, un cadeau d'Elliot pour leurs 3 ans de mariage, captait la lumière comme une promesse de bonheur. « Maman, regarde !» La petite voix claire de Léa, leur fille de 3 ans aux boucles rousses héritées de son père, résonna dans l'espace élégant de la galerie. La fillette pointait du doigt une toile aux couleurs vives, représentant le lac gelé de Mont-Tremblant au coucher du soleil. Elliot souleva leur fille pour qu'elle puisse mieux voir les œuvres exposées. À 50 ans, quelques rides d'expression ornaient ses yeux bleus, témoins des années de bonheur partagé. Ses cheveux grisonnaient maintenant davantage, lui donnant une prestance naturelle qui séduisait toujours Axel. « C'est ta maman qui a peint tout ça », lui expliqua-t-il tendrement, sa voix chargée de fierté. L'exposition s'intitulait « Métamorphose »
et retrace le parcours artistique d'Axel des 5 dernières années. Ses œuvres, d'abord introspectives et centrées sur la renaissance personnelle, s'étaient ouvertes vers des thèmes universels, la maternité, l'amour, la transmission. Les toiles se succédaient comme les chapitres d'une autobiographie visuelle, racontant l'histoire d'une femme qui avait appris à transformer la douleur en beauté. Au centre de l'exposition trônait sa série la plus célèbre, Renaissance. 5 toiles monumentales qui dépeignaient l'évolution d'une silhouette féminine émergeant progressivement de l'obscurité vers la lumière. La première montrait une forme recroquevillée dans les ténèbres, la dernière une femme debout face au soleil levant, les bras ouverts vers l'infini. Louise Dubois, maintenant à la retraite, mais toujours présente pour les grandes occasions, s'approcha du couple. Ses cheveux étaient maintenant entièrement blancs, mais ses yeux pétillaient toujours de la même intelligence bienveillante qui avait accueilli Axel des années auparavant. « Axel, c'est magnifique », dit-elle en embrassant chaleureusement la jeune femme. « Tu as créé bien plus qu'une galerie, tu as créé un lieu de vie, un espace de dialogue entre les arts. Ta mère aurait été si fière. » C'était vrai. La galerie Moncler-Roussel ne se contentait pas d'exposer des œuvres. Elle organisait des ateliers pour enfants défavorisés, des conférences sur l'art-thérapie, des résidences d'artistes en difficulté. Axel avait voulu créer un lieu qui guérirait les âmes, comme l'art l'avait guéri, un sanctuaire où la création devenait thérapie, où l'expression artistique libérait les blessures enfouies. Camille, maintenant âgée de 22 ans et étudiante en histoire de l'art à l'Université Laval, guidait un groupe de journalistes devant les œuvres les plus récentes de sa belle-mère. La jeune femme avait hérité de la passion artistique de sa famille adoptive et parlait des toiles avec une expertise précoce. Cette série intitulée « Passage », expliquait-elle avec assurance, explore l'idée que chaque fin contient un commencement. Regardez ces couleurs qui évoluent du sombre vers la lumière, ces formes qui se désintègrent pour mieux renaître. Axel utilise ici une technique mixte, mêlant l'aquarelle à l'acrylique, créant ces effets de transparence qui symbolisent la transformation intérieure. Axel sourit en écoutant Camille parler de son travail avec tant de passion et de compréhension. Elle avait gagné bien plus qu'une belle-fille. Elle avait trouvé une complice artistique, une héritière spirituelle qui perpétuerait cette vision de l'art comme force de guérison. Un journaliste de Radio-Canada s'approcha d'Axel, micro en main. « Madame Roussel, cette galerie représente l'aboutissement d'un parcours extraordinaire. Comment ressentez-vous ce moment ?» Axel réfléchit quelques instants, cherchant les mots justes. « Vous savez, il y a 7 ans, je pensais que ma vie était finie. Je me définissais uniquement par rapport aux autres. Épouse, restauratrice dans l'ombre. Aujourd'hui, je me tiens devant mes propres créations, dans ma propre galerie, entouré de ma famille choisie. Je ne ressens pas de la fierté mais de la gratitude. Gratitude envers cette épreuve qui m'a forcé à me découvrir. Et votre ancien mari, Mathurin Caillavet, l'affaire avait fait grand bruit en France. Le sourire d'Axel ne faiblit pas. Je lui souhaite sincèrement du bonheur. Son chemin l'a mené vers l'enseignement en Provence, le mien vers la création au Québec. Nos routes se sont séparées, mais chacun a trouvé sa voie. C'est ce qui compte. Vers 21h, quand les derniers invités furent partis et que les lumières de la galerie se tamisèrent, la famille se retrouva seule dans l'espace silencieux. Léa dormait dans les bras de son père, épuisée par toutes les émotions de la soirée. Ses petites mains serraient encore le catalogue de l'exposition sur lequel figurait le portrait de sa mère. Axel ôta ses escarpins et marcha pieds nus sur le parquet ciré, s'arrêtant devant chacune de ses toiles comme pour les saluer. Ses œuvres étaient ses enfants artistiques, nés de ses larmes et de ses espoirs. « Tu sais quoi ?» dit-elle en contemplant ses œuvres dans le silence feutré de l'espace. « Il y a 6 ans, je pensais que ma vie était finie. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle ne fait que commencer. Et le plus beau, c'est que je n'ai plus peur de l'avenir. »« Et tu as raison, » répondit Elliot en déposant un baiser sur ses cheveux. « Regarde ce que tu as construit. Cette galerie, ta reconnaissance internationale, notre famille. Mais surtout, regarde cette femme que tu es devenue. Tu rayonnes d'une force que rien ne peut plus ébranler. » Axel acquiesça. L'année précédente, elle avait reçu le prix international de l'art contemporain féminin, devenant la première artiste québécoise d'adoption à obtenir cette distinction. Ses œuvres étaient maintenant exposées dans des musées du monde entier. Ce succès ne venait pas de nulle part. Pendant ses années d'études aux Beaux-Arts de Strasbourg, ses professeurs avaient déjà remarqué son don pour la création, mais elle avait choisi la sécurité de la restauration. Il avait fallu cette épreuve pour révéler l'artiste qu'elle avait toujours été. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », dit-elle soudain en sortant une enveloppe de son sac, « de Strasbourg.
Elliot la regarda avec curiosité, berçant doucement Léa qui murmurait dans son sommeil. « Mathurin ? Non, de Céleste. » Axel déplia la lettre manuscrite. « Elle me dit que Mathurin s'est installé définitivement en Provence. Il donne des cours d'histoire de l'art dans une petite université d'Avignon. Apparemment, il a trouvé la paix dans l'enseignement. Ses étudiants l'adorent. Il vit simplement dans une ancienne bastide qu'il restaure lui-même. Et Constance, elle a ouvert une école d'art pour enfants défavorisés à Marseille. Apparemment, elle a trouvé sa voie dans l'enseignement social. Céleste dit qu'elle fait un travail remarquable, qu'elle a trouvé un sens à sa vie qu'elle n'avait jamais eu auparavant. » Elliot hocha la tête, pensif. Tout le monde a fini par trouver sa place. C'est beau cette idée que les épreuves peuvent révéler qui nous sommes vraiment. Oui, Axel contempla son reflet dans la vitre de la galerie où se superposaient son visage et les lumières de Québec. Tu sais, je leur souhaite vraiment du bien. Cette histoire appartient à une autre vie, une autre femme. La Axel d'aujourd'hui leur est reconnaissante, d'une certaine façon. Sans cette trahison, je n'aurais jamais découvert ma vraie force. Ils éteignirent les lumières et sortirent dans la douceur de la nuit québécoise. Septembre était encore clément et l'air sentait les feuilles qui commençaient à changer, promesse d'un autre automne magnifique. Léa murmurait dans son sommeil, serrée contre son père, son petit poing refermé sur un pinceau en plastique qu'elle avait trouvé dans l'atelier de sa mère. En marchant vers leur voiture garée rue Saint-Louis, Axel leva les yeux vers les étoiles qui brillaient au-dessus de Québec. Dans quelques mois, il retournerait en France pour présenter ses œuvres au Grand Palais, une consécration qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'ironie ne lui échappait pas. Elle retournait triomphante dans le pays qui l'avait vue souffrir. « Dis-moi » demanda Elliot en installant délicatement Léa dans son siège auto. « Tu regrettes parfois ta première vie, la sécurité, la routine, cette époque où tu n'avais pas à te battre pour exister ?» Axel réfléchit longuement, regardant les fenêtres illuminées des maisons anciennes où d'autres familles vivaient leur bonheur quotidien. « Tu sais ce que je regrette vraiment ? Quoi ? D'avoir mis si longtemps à comprendre que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Il vient de la capacité à être soi-même, pleinement, sans compromis. Cette femme que j'étais avec Mathurin, elle était prisonnière de ses propres peurs. Elle avait peur de décevoir, peur de ne pas être assez bien, peur de prendre sa place. Et maintenant, dit-elle en souriant, ses yeux brillant dans l'éclairage tamisé de la voiture, je suis enfin celle que j'étais destinée à être. Et tu sais quoi? Je n'ai plus peur de rien, plus peur d'échouer, plus peur de réussir, plus peur d'être jugée. Je suis libre, vraiment libre. La voiture démarra dans la nuit étoilée. Dans le rétroviseur, Axel aperçut une dernière fois sa galerie, illuminée par les réverbères du vieux Québec. Sur la façade restaurée avec amour, son nom brillait fièrement dans la nuit. Galerie Moncler-Roussel, Art and Renaissance. Elle avait eu raison de garder son nom de jeune fille. Axel Moncler était morte à Aix-en-Provence par un soir de septembre, devant un regard qui avait révélé la vérité. Mais cette mort avait donné naissance à quelque chose de magnifique. Une artiste, une mère, une femme accomplie qui n'avait plus rien à prouver à personne. Alors qu'ils roulaient vers leur maison du quartier Montcalm, Léa se réveilla brièvement et murmura « Maman belle » avant de se rendormir. Axel sentit son cœur se serrer d'amour. Cette petite fille grandirait en sachant qu'une femme pouvait être forte, indépendante, créative. Elle n'aurait jamais à choisir entre l'amour et l'accomplissement personnel. Le regard qui avait détruit son pour toujours avait finalement créé son éternité. Et cette éternité était faite de pinceaux et de toiles, de rires d'enfants et de tendresse partagée, de créations qui survivraient bien au-delà de sa propre existence. En fermant les yeux dans la chaleur de la voiture, Axel sourit une dernière fois. Demain, elle commencerait une nouvelle série de peintures. Elle avait tant de beauté encore à partager avec le monde. Fin. La vraie victoire n'est pas de voir ses ennemis tomber, mais de se voir soi-même s'élever. Si vous découvriez que votre partenaire vous trompe depuis des mois, que feriez-vous? Confronter directement, enquêter en silence ou simplement partir sans donner d'explication comme l'a fait Axel? Laquelle de ces réactions pensez-vous démontre le plus de force et de dignité? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.